Bonjour, je m'appelle François Lemay, je suis entre autres chroniqueur BD à l'émission Plus on est de fou, plus on lit, avec ce sympathique barbu à ma gauche. Je suis aussi chroniqueur BD pour le quotidien Le Devoir. Bienvenue tout le monde à ce premier colloque international en bande dessinée, faire trembler les fondations, organisé par le Festival BD de Montréal avec le Centre de recherche interdisciplinaire en études montréalaises. C'est possible cet événement, merci grâce au soutien du Conseil des arts du Canada et du Conseil des arts de Montréal. Sincèrement, tout ce que je vais vous dire au cours des prochaines minutes, ça vient du fond du cœur. C'est vraiment un honneur pour moi que de vous présenter cette conférence d'ouverture qui vous sera donnée par un de mes auteurs préférés qui m'accompagne depuis j'ai à peu près une dizaine d'années et que j'ai découvert, comme à peu près tout le monde, dans les pages d'un magazine qui fut le terreau fertile, qui aura permis à des dizaines de talents en humour, en écriture, en caricature, en bande dessinée, de trouver un public à l'époque qui était avide de lire autre chose que de la BD belge qui mettait en vedette des personnages à gros nez. J'ai rien contre ça, remarquez. C'est juste que ça parlait pas toujours ma langue à moi, puis mon père a jamais eu une Citroën 2CV rouge, comme on voyait tout le temps là-dedans. J'avais besoin qu'on me parle de nous, et c'est ce que le magazine Crow faisait. Il me mettait face à des références que je connaissais, des coins de rue que j'avais visités, que je comprenais, puis qui me faisaient rire. Puis je me souviens que parmi les Red Ketchup, les Gilles de la Jungle et autres Michel Risque, il y a un personnage, entre autres, qui me donnait l'impression de s'adresser directement à moi en me faisant des clins d'œil complices, en me donnant des coups de coude. Jérôme Bigras, bien sûr, puis sa tondeuse Rex. Signé parce qu'à l'époque me semblait être un nom de plume assez judicieux. EID, aide. Puis Jean-Paul, ça va me pardonner d'avoir mal prononcé ton nom, jusqu'à temps que j'ai la chance de te rencontrer quelques dizaines d'années plus tard. Jean-Paul Ide, bien sûr. Personnage, donc, Jérôme Bigras, qui va lui permettre de remporter le Grand Prix de la Ville de Québec, le prix spécial du jury BD-Lys 2012 et plein d'autres prix par la suite. Et comme Jean-Paul Ide, c'est un artiste, vous allez l'entendre au cours des prochaines minutes, c'est un artiste qui n'a pas peur d'aller au fond des choses, de creuser son sujet. Rappelez-vous que le titre de cette BD, Le fond du trou, c'était pas une métaphore, puisque Jean-Paul a eu le culot de littéralement placer un trou en plein milieu de son album, faut le faire. Évidemment, on n'oublie pas Mémoria, composé à quatre mains avec son comparse, le dramaturge et auteur Claude de Paiement. Double album, il faut le faire à l'époque, de science-fiction, dans lequel il va aborder, Jean-Paul, un de ses thèmes de prédilection, je pense, notre rapport au vrai, au faux, à la fiction, une œuvre sensible et intelligente qu'on a eu la chance de voir rééditer il y a de ça pas si longtemps. Donc, une collaboration fructueuse entre Paiement et Ide qui va nous donner aussi le très beau La femme aux cartes postales en 2016, porté encore une fois par l'un des thèmes de prédilection de Jean-Paul, la mémoire, une œuvre qui démontre encore une fois que Ide, le dessinateur, possède un œil extraordinairement affûté là, pour le détail qui tue et une composition parfaite parce que chaque case devient presque en tant que telle une carte postale qu'on pourrait découper et coller sur un mur. Et à ce sans faute, ça allait déjà bien là, jusque-là, Jean-Paul en a ajouté une couche en se permettant une incursion dans une partie de sa vie avec le petit astronaute, avec, encore une fois, c'est un thème récurrent, la mémoire comme point de départ. C'est une œuvre poignante, une œuvre touchante, une œuvre belle, une œuvre sensible, une œuvre littéraire à classer parmi les livres les plus importants publiés ici. Dans notre bibliothèque, on peut mettre du Jacques Poulain, du Tremblay, puis le petit astronaute, puis ça fait pas pâle figure, mais vraiment pas du tout, c'est de la littérature. Alors Jean-Paul Ide, c'est un véritable auteur de bande dessinée qui maîtrise toutes les facettes de son art, le dessin, le découpage, la composition et évidemment la scénarisation. Et ça, il le fait en plus en utilisant toute la palette des émotions. Il est capable de nous faire passer du sourire en coin. On va se le dire, il est nono, Jérôme Bigras. Il fait rire en coin. Mais il nous fait aussi passer aux larmes avec son Major Tom qui est parti trop vite en orbite. Accueillons M. Jean-Paul Ide. Hey, merci. Voilà. Bonjour, vous m'entendez bien? Bon. Merci, François. Je pense qu'il vient de me scooper la moitié de ma conférence, là. C'est parce que tes thèmes sont clairs. Voilà. Écoutez, je suis autant aussi honoré que terrifié un peu d'être ici, en fait, pour ouvrir un colloque comme ça. Quand on m'a proposé de faire la conférence d'ouverture, on m'a donné carte blanche, ou à peu près, donc je ne savais pas trop ce dont j'allais parler.
Et puis, je me suis dit, au fond, quoi de mieux qu'une espèce de petite visite touristique de mon œuvre? Alors, je propose de vous faire un tour de calèche à travers mes albums. J'allais dire un tour de calèche à travers le Vieux-Montréal, mais ça sera à travers le vieux Jean-Paul Hyde, parce qu'il y a des œuvres là-dedans qui datent. Moi, ça fait plus de 35 ans que je fais de la bande dessinée, donc bien sûr, je vais vous demander d'être un peu magnanime. Je vais vous remontrer des vieux dessins. Mais en fait, l'exercice derrière tout ça, c'est plutôt de passer à travers les albums et de vous montrer ce que moi, après 10, 20, 30 ans, quand je les relis, ça me fait plaisir, je me trouve intelligent. Des idées, des planches dont je suis fier, des idées qu'à posteriori, je me rends compte que ça a été finalement un dénominateur commun pour plusieurs albums. Donc voilà. Donc je vous propose de faire un petit tour à travers ces destinations-là. François en a parlé. Voici donc les couvertures. On va passer donc à travers des tondeuses et des hommes, qui est en fait l'anthologie de ce que j'ai publié pendant 10 ans dans le magazine Crow. On va passer à travers, c'est le cas de le dire, Le fond du trou, une autre aventure indépendante de Jérôme Bigras, une aventure complète qui a été faite 15 ans après la fermeture du magazine. On va passer à travers Mémoria, le diptyque de science-fiction dont François a parlé, que j'ai fait avec Claude Paiement, collaboration qui va se renouveler dans La femme aux cartes postales. Et finalement, donc, on va passer par Le petit astronaute pour terminer ça. Donc, ce que je vous propose, c'est ce tour de calèche-là. Et puis, écoutez, après, si vous avez des questions, évidemment, on sera là pour y répondre. Donc, je vais essayer de voir si le clicker fonctionne. On m'a bien expliqué qu'il y avait 2 flèches, gauche-droite. Alors, je présume que ça ne marche pas. On-off. Ah! On-off, ça doit être ça. Non plus. Attends un peu, on va y arriver. Ah, une télécommande, tu sais, moi, il me semble. Ah non, on-off, OK. Je ne l'avais pas vu, c'est l'autre. Voilà. Bon, attendez un peu. Voilà. Donc, pour parler de ce que j'ai fait, je ne peux pas passer à côté du magazine Crow, qui est indissociable, en fait, de mon parcours. Crow, écoutez, ça a été plus qu'un magazine, ça a été pour moi une école, à une époque où on n'avait pas de place pour apprendre notre métier, on ne pouvait pas travailler dans le jeu vidéo, on ne pouvait pas travailler en animation, ou très peu à l'époque. Et donc, quand on voulait faire de la bande dessinée, voilà, ça passait par un magazine satirique. Donc, il démarre à peu près, si je me rappelle bien, en 79. Il va arrêter sa publication en 95. Moi, je vais y être, donc, durant les 10 dernières années. Je vais monter dans un train en marche. J'étais le tout jeune auteur et j'ai pu côtoyer, en fait, de très grands auteurs de l'époque. Et j'ai surtout pu apprendre mon métier à travers la publication de ce magazine-là. Le magazine, c'est une formule où on apprend extrêmement vite parce qu'on est pris avec les dates de tombée, on n'a pas le temps de se poser de questions, on est déjà en retard pour le numéro suivant. Et ce qui était particulier avec le magazine Crow, qui était un très gros tirage à l'époque, qui était plus de 100 000 exemplaires, donc qui trônait au palmarès des magazines les plus vendus. Contrairement aux Châtelaines et aux actualités de ce monde de l'époque, Crow vendait surtout en kiosque et non pas par abonnement. Les gens étaient intéressés par le numéro de ce mois-ci, pas nécessairement par le numéro du mois suivant, ce qui fait que j'avais comme mandat de faire des histoires complètes. C'était des histoires de 2 pages. Mais donc, toutes les 2 pages, je revenais avec Jérôme Bigras au point de départ et je pouvais repartir pour 2 pages. Et donc, ça m'aura permis en fait de faire de l'expérimentation. Sans m'en rendre compte, avec cette espèce de principe-là de retour à la case départ tous les mois, j'ai pu faire de cette série une espèce de laboratoire narratif où j'ai pu expérimenter des tas de choses. Il faut dire qu'on avait un triple mandat. Il fallait apprendre notre métier. Il fallait éventuellement, si on voulait faire des albums, essayer de débaucher des éditeurs qui ne faisaient pas de bande dessinée. Et troisièmement, on avait un lectorat à former parce que les lecteurs de l'époque ne connaissaient à peu près rien en bande dessinée. Ils connaissaient Astérix, Lucky Luke, Archie. Ils avaient peut-être lu des mauvaises traductions de super-héros chez Héritage. C'était à peu près tout. Donc, moi, je me disais, il faut en profiter. C'est des gens qui n'ont pas d'a priori et il faut leur montrer ce que la BD a dans le ventre. Et donc, c'est un peu le mandat que je m'étais donné à l'époque.
Donc, voilà. Donc, Crow, il faut se rappeler aussi, à l'époque, on est en 1980, post-référendaire. On est bien avant l'industrie de l'humour. À l'époque, l'humour était très subversif. Il y avait une notion de courage derrière l'humour où on avait un peu le rôle du fou du roi. On allait dire tout haut ce que les gens avaient besoin d'entendre et n'avaient pas le droit de dire. Il y avait encore beaucoup de tabous au niveau de la religion et d'autres. Donc, Crow a un peu employé ça. Et donc, après le référendum, après la dépression, je veux dire, c'est une espèce de dépression collective qu'a vécu tout le milieu culturel à ce moment-là, les sujets politiques ont lentement, peut-être pas disparu, mais ont perdu de l'intérêt, et ça aura permis l'arrivée de l'absurde. L'humour absurde qui existait déjà, il y avait déjà les Paul et Paul, qui dataient de quelques années avant, mais donc sont arrivés à ce moment-là des émissions comme par exemple les Lundis des AA, avec une nouvelle façon de faire de l'humour. En bande dessinée, dans les pages de Crow, il y avait Claude Cloutier qui faisait La légende des Jean-Guy et Gilles Lajungle dans Titanic, le magazine satellitaire de Crow, qui se destinait qu'à la bande dessinée. Et donc, c'est un peu dans cette foulée-là que moi, avec Jérôme Bigras, je suis arrivé avec l'humour absurde dans le magazine, avec un humour absurde un peu différent, mais c'était autour donc de la vie de banlieue. Écoutez, qu'est-ce que l'absurde? Et c'est terriblement difficile de donner des définitions quand on parle d'humour, c'est toujours casse-gueule. Disons simplement que c'est vraiment de prendre un objet, de prendre une situation, un personnage, un décor, et de le vider de son sens. Je donne souvent l'exemple, en fait, de la chaise de Gaston, la chaise en caoutchouc, qui est une chaise, mais quand on s'assoit dessus, on s'effoire à terre. C'est pas une chaise. Donc, c'est une chaise, en fait, qui est vidée de son sens premier, qui est celui de soutenir quelqu'un. Donc, si on applique cette même logique-là à des objets autour de nous, à un personnage ou même à une phrase usuelle qu'on dirait « mais dit dans telle circonstance, ça n'a juste pas de bon sens », c'est ce qu'on appelle de l'absurde. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'avec Jérôme Bigras, j'ai touché au thème de la banlieue, mais en prenant la banlieue comme étant ni plus ni moins qu'une espèce d'écosystème. Alors, imaginez que la banlieue est presque une pyramide de prédation, qu'elle ait sa propre faune et que, en fait, l'aventure pour Jérôme Bigras arrive à partir de l'hyper-quotidien. Donc, Jérôme ouvre la porte de son frigo, il arrive au pôle Nord. Il y a des hommes grenouilles qui vont sortir de sa laveuse. Il y a un requin comme Jaws qui va sortir de sa piscine hors terre. Donc, on était vraiment là-dedans à partir du cliché de l'hyper-quotidien. On arrivait à l'aventure, mon Dieu, l'aventure extrême dans certains cas. Et donc voilà. Donc, ici, c'est des exemples un peu de ce que j'ai pu faire en illustrant à partir du quotidien toute la faune que pouvait receler Bangalopolis. Bangalopolis qui est devenu un peu l'incarnation de la rigueur, de la droiture, de l'ordre. Bangalopolis, c'est une ville où chaque maison est l'exacte réplique de celle d'en face. C'est une ville où tout est immobile. C'est une ville qui incarne en fait un peu et beaucoup l'ennui. Même au niveau de la représentation graphique, quand on la voyait à vol d'oiseau, c'est une suite de parallèles et de perpendiculaires absolument droite. Et Jérôme Bigras est un peu celui qui essaye de préserver cet immobilisme-là. Mais moi, l'auteur, qui incarne en fait le destin, à chaque numéro, je viens mettre un grain de sable dans l'engrenage et je fais dérailler le train. Donc, c'est un peu le principe des aventures de Jérôme Bigras. Je me suis beaucoup attaqué à la méta-BD. La méta-BD, ou la métafiction, en fait, c'est la bande dessinée qui va jouer sur les codes, en fait, qui va déjouer les codes, qui va transgresser les règles. Quelles sont-elles? Les règles de lecture, les règles au niveau de la chronologie, donc toutes les règles qui entourent la lecture de la bande dessinée, même au niveau de la tridimensionnalité de l'objet. Donc, après quelques numéros, je me suis beaucoup intéressé à ça et c'est devenu partie prenante, en fait, de toute l'histoire. Maintenant, le code auquel je me suis le plus attaqué, c'est ce qu'on appelle le quatrième mur. Bon, on sait ce que c'est le quatrième mur. Le quatrième mur, c'est en fait
cette espèce de mur qui est une convention. Les comédiens sur scène font comme s'ils ne voyaient pas les spectateurs. On abat le quatrième mur et du coup, peut arriver l'interactivité. L'interaction, c'est-à-dire que le comédien peut répondre ou inversement avec le public. Donc, c'est quelque chose qui se fait beaucoup avec les arts vivants. Les arts vivants, c'est pratique parce qu'un comédien peut moduler son jeu en fonction de la réception qu'il va recevoir du public. Pour la bande dessinée, c'est beaucoup plus difficile. Je ne peux pas me remettre à dessiner une version précise pour Monsieur X qui est en train de la lire. Il va falloir faire avec. Donc, l'interactivité que moi j'ai installée dans mes bandes dessinées, c'était une espèce d'interactivité un peu factice. C'est-à-dire que j'avais besoin absolument de la complicité du lecteur. C'est-à-dire que le lecteur, qu'on se dise, écoute, il n'y aura pas de réelle interactivité, mais mettons que, imaginons que, et je dirais que le succès de la série reposait beaucoup sur cette complicité que j'ai su garder en fait pendant des années avec le lectorat qui me suivait. Et donc, je vous ai mis quelques exemples ici. Alors, il faut se ramener aussi, donc, à l'époque, il y avait un second référendum qui commençait, donc il y avait toutes les questions autour de la question référendaire, donc Jérôme Bigras qui est en train de revendiquer le droit d'être autonome, d'avoir son propre magazine à lui, le magazine de Jérôme Bigras, et de ne plus dépendre du magazine Crow. Il demandait d'être l'indépendance et donc, Jérôme, il y avait un coupon auquel les gens pouvaient remplir et pouvaient éventuellement envoyer. Évidemment, tout ça étant factice. La photo en bas où j'avais vraiment des lecteurs qui, au cours de la BD, pouvaient même intervenir, donner des indices à Jérôme Bigras, qui ici est sous les traits de Flamand Man, le défenseur de la banlieue, pour lui dire où se trouvait le méchant. Et ici, en haut, c'est en fait une bande dessinée. C'est là que je me suis rapproché le plus de l'interactivité, vraiment. C'était une bande dessinée un peu à la façon des romans dont on est le héros, de romans dont vous êtes les héros, comme il y en a eu beaucoup à une certaine époque. C'était un peu la bande dessinée dont vous êtes le scénariste. Et donc, on suivait Jérôme Bigras qui se faisait tirer dessus par une soucoupe volante pleine de martiens. Et là, il devait décider quel bouton allait actionner les torpilles. Et donc, selon le choix qu'on faisait, on s'en allait à la case 17, 18, 20 ou 22. Et évidemment, c'est ce qu'on appelle un scénario en arborescence, donc qui va se décliner en plusieurs petits scénarios, mais tout ça était truqué, puisque moi, évidemment, je ramenais toutes les petites branches vers le tronc principal pour que tout le monde puisse passer à travers tout le parcours scénaristique qui était prévu. Alors, donc ça en est pour l'interactivité. Quand on abat le quatrième mur, Jérôme Bigras, tout à coup, va se rendre compte de quelque chose, c'est que non seulement il est lu, mais aussi il va réaliser qu'il y a un auteur qui est en train de lui écrire son texte, un dessinateur qui est en train de le dessiner, un éditeur qui l'édite, un imprimeur qui l'imprime. Donc, Jérôme Bigras va se rendre compte qu'il n'est pas maître de son destin. Et ce rapport-là entre la créature et le créateur, c'est quelque chose qui va revenir beaucoup dans mes albums subséquents. C'est une espèce de rapport, de mise en abîme, en fait, entre la créature et le créateur. Et donc, pour vous montrer donc, des exemples, ici, donc ça c'est dans le livre dont on a parlé tout à l'heure, qui s'appelle « Le fond du trou », un album troué vraiment d'une couverture à l'autre, donc 48 pages, 48 trous. Et donc, ici, il y a l'inspecteur qui est avec le chef de police. Ils sont avec toute l'équipe balistique en train de se dire, mais d'où provient ce trou-là? Et il y a une voix qui sort, en fait, du fond du trou. C'est en fait la voix du souffleur. Parce qu'il y a un souffleur dans la BD qui est là pour souffler le texte des comédiens qui oublieraient leur texte, et lui, il a toute l'histoire. Il est capable de dire, non, le trou est absolument pas prévu, c'est n'importe quoi. Et puis, pour vous prouver que c'est n'importe quoi, je suis en train de parler, et regardez, mon texte n'est même pas dans le scénario. Donc, c'est d'amener le fait qu'on est aux prises vraiment là dans une espèce de paradoxe où les personnages sont en train de se battre contre quelque chose qui a été prévu. En fait, ils sont en train de se débattre contre le destin.
Ça a été fait aussi ici. Ça, c'est donc, on poursuit avec Jérôme Bigras qui demande l'autonomie de sa propre série. Et évidemment, les autorités croquiennes sont pas d'accord et ont carrément décidé de fermer le pipeline d'encre. Donc, ce qui fait que Jérôme est en train de lentement pâlir. Et puis ici, ben, écoutez, c'est carrément, voilà, Crow qui est en train les autorités de Crow qui coupent l'encre. Et donc, et pour l'image en dessous, ben en fait, là, c'est Jérôme Bigras qui est rendu, c'est un théâtre de marionnettes, en fait. Un théâtre de marionnettes à même le magazine, comme si on ouvre le magazine, il y a des marionnettes qui en sortent. Donc là, c'est vraiment l'image de la marionnette, celui qui se fait tenir les fils et qui finalement n'a pas tellement son mot à dire. Donc, pour ce qui est des conventions, quand on abat le quatrième mur, l'autre convention aussi qui apparaît, c'est qu'en fait, Jérôme Bigras devient tout à coup conscient qu'il est un personnage de BD. Et donc, il est un personnage de BD, on peut se dire ben, probablement qu'il a des collègues, et il fait peut-être partie d'un syndicat de personnages de BD. Et donc, ça n'en prend pas beaucoup pour imaginer que les univers graphiques, les univers narratifs de chacun de ces personnages puissent être des vases communicants. Et donc, que par exemple, Raskar Kapak puisse s'être trompé d'album. Et que, alors qu'il a envoyé sa boule de cristal, mais en fait, il s'est trompé de page, il s'est trompé carrément d'album, et il se retrouve chez Bigras. Et donc, c'est quelque chose que j'ai ponctuellement qui revenait, comme si Jérôme Bigras, dans la vie, était un personnage de bande dessinée parmi d'autres. Évidemment, quand on parle de vase communicant, c'était quelque chose à l'époque qui était très pratique à faire avec Red Ketchup, parce que Red Ketchup, série qui paraissait aussi à l'époque dans Crow. Il y a un épisode que j'ai fait où j'ai eu l'idée, en fait, de pirater l'épisode de Réal Godbout et Pierre Fournier de Red Ketchup. Eux autres avaient 4 pages couleurs, j'avais 2 pages noir et blanc. Ce qui fait que j'ai appelé Réal et je lui ai dit, écoute, j'ai une idée de fou, là. C'est que je veux mettre mes 2 pages à la suite des 4 tiennes et je vais poursuivre ton histoire. Alors, oui, OK, Réal, il dit, d'accord, super idée. Donc, on avait les mêmes dates d'échéance. Donc, lui me réalise la dernière case en me donnant un aperçu du scénario. Et moi, je vais construire mon scénario par la suite. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que on va lire tout ça à la suite, et tout à coup, Red Ketchup va arriver, il va se dire, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je suis rendu en noir et blanc. Et l'histoire se poursuit, les personnages sont là, il y a un personnage qui se fait enlever sa tête en caoutchouc, c'est rendu Bigras, puis là, on est rendu, attends, on regarde par la fenêtre, on est rendu en banlieue, il y a des split levels partout. Mais bref, c'est une astuce que je ne pouvais que faire sur le support du magazine, c'est quelque chose que je ne pouvais évidemment pas faire en album, et on a mené le monde en bateau parce que là, beaucoup de gens se sont fait prendre en fait par cette histoire-là et pour se rendre compte en fait en cours de route que ben voilà, c'était l'histoire, c'était une aventure de Bigras qui venait parasiter Red. Et puis, ben, celle du milieu, je vous l'ai présentée parce que c'est tiré d'une bande dessinée où on voit Jérôme Bigras, c'est où il passe son temps quand il ne fait pas de bande dessinée. Ce que ça implique là-dedans, c'est que là, je rajoute un niveau. En fait, on peut imaginer qu'il y a Jérôme Bigras, qui est la créature, qui est dessinée par un artiste, mais là, je rajoute un niveau parce que c'est un comédien qui joue Jérôme Bigras, qui est dessiné par un artiste. Et donc, de s'imaginer que Jérôme Bigras, en fait, c'est un personnage, c'est un rôle, et que lui est un comédien, il habite dans son manoir hollywoodien entre les sorties mensuelles de ses épisodes, ça me donnait, c'est ça, donc ça venait rajouter quelque chose, en fait, quelque chose de théâtral à toutes les aventures de Jérôme Bigras. Un des codes aussi auxquels je me suis beaucoup attaqué, c'est la tridimensionnalité de la bande dessinée. Alors, chose qu'on oublie souvent, c'est que
la bande dessinée, alors qu'on prétend, évidemment c'est en 2D, mais on oublie qu'elle est sur papier. Le papier a une certaine transparence, le papier a une certaine texture, il y a une reliure, il y a un recto, un verso, il y a plusieurs pages, et tout ça rentre en fait à la notion d'une espèce de tridimensionnalité qu'on oublie quand on fait de la bande dessinée. Et donc ici, j'ai eu une idée un peu folle qui a marqué les esprits, puisqu'on m'en parle encore beaucoup aujourd'hui. Vous voyez la page de gauche. Jérôme est dans son lit, il est chez lui, il sent des présences autour de lui, il ne comprend pas trop c'est quoi il sent, il entend des voix, il semble voir des ombres, il est certain que sa maison est possédée. Et on arrive à la dernière page, et à la dernière page, je demande aux gens de tenir la page devant une source lumineuse, et on va voir apparaître le verso, en fait, par transparence. Et à ce moment-là, comme on le voit sur la page de droite, on va voir apparaître les fantômes qui ne sont évidemment pas où Jérôme pense qu'ils sont. Et donc, c'est une astuce toute simple. Mon éditeur était très content, ça ne coûtait pas une scène de plus et on avait un gadget dans le magazine. Et donc voilà, c'est le genre de truc que j'aimais beaucoup faire, puis je dirais que c'est un principe qui fonctionne très très bien, mais évidemment, il faut tenir compte de l'épaisseur du papier, du registre de l'impression, etc. Quand on parle de tridimensionnalité, ben écoutez, je ne peux pas passer sous silence, évidemment, l'album Le fond du trou. Le fond du trou, donc comme j'expliquais, 48 pages, 48 trous, 48 bonnes raisons pour mettre un trou, parce que ce que je cherchais à faire, c'était que le trou vienne intervenir dans le scénario, que ça ne soit pas que décoratif, chose que je ne voulais absolument pas. Donc, il fallait vraiment que le scénario bifurque à chaque fois qu'un trou arrive. Et donc, j'ai dû essayer de trouver toutes sortes d'astuces. Comme ici, bon, on a des Inuits qui ont pêché un personnage qui arrive de 10 pages plus tôt, parce qu'on pêche dans le trou des personnages qui proviennent en fait des autres pages. On a Nicole ici qui, non seulement il y a un trou, elle a trouvé les rondelles. Fait qu'elle est capable de se faire un casse-tête, trouver la bonne rondelle avec la bonne page. Ou on a en bas Jérôme qui, lui, il a perdu le fil en fait, de ce qu'il voulait dire. Et en fait, il y a un trou de mémoire, petite image poétique avec ce trou qui apparaît dans une bulle. Ou encore ce personnage-là casqué, dont je tairai l'identité, qui doit absolument retourner sur sa page et il doit prendre le trou qui passe, étant donné qu'il ne passe qu'une fois par page. Donc, ça a été toute une astuce et c'est un livre qui jouait en fait beaucoup sur la notion de temporalité. La temporalité en BD, c'est quelque chose qu'on prend un peu pour acquis. Mais en fait, si on regarde ça, nous autres, on compte le temps en secondes, en minutes, en heures. Pour la bande dessinée, on pourrait compter le temps, en fait, en cases, en pages. Si on mettait toutes les cases bout à bout, on n'aurait ni plus ni moins que la ligne du temps. Et donc, on pourrait se dire, écoute, je suis occupé en ce moment, mais on se reparle dans 2 pages. Mais on pourrait aussi se dire, allô, tu es à la page 36, je suis à la page 34, on se rejoint à la page 32. C'est un lieu. Et donc, avec ce double sens qu'on va accorder à la case ou à la page, tout est possible. Surtout quand on fait de l'humour absurde, on va arriver avec des situations comme celle-ci. Ça, c'est vraiment la demi-page, moi, que je préfère de tout l'album. Je la relis. Je suis peut-être le seul à la rire, mais moi, qu'est-ce que vous voulez? Je regarde ça, puis je me trouve bright. Que voulez-vous? Bon. Alors là, ce qu'on a, c'est... Alors, imaginez que le trou est sur une page de droite. Donc, le trou, derrière le trou, il y a les pages qu'on n'a pas encore lues. Donc, provient de l'avenir un message qui arrive sur une espèce de tige à ventouse. Un message, Jérôme lit ça, mais on dirait ma propre écriture. Il lit le message, il dit « Je me suis envoyé un message de détresse, SOS, venez me chercher à la page 38, au rayon de la plomberie, et lui de répondre, pourvu que je ne sois pas déjà mort. » Je ris. Et donc, il va même surenchérir en disant, si on n'est pas revenu d'ici 6 pages, appelez du renfort. Donc là, tout queen, là, tout est en train de se mélanger dans notre tête parce que là, les cases sont à la fois unité de mesure du temps, à la fois un lieu, et bref, on s'amuse comme des petits fous avec le fond du trou. Et voilà.
Quand on fait de l'humour, quand moi je faisais de l'humour absurde à cette époque-là, et quand je faisais beaucoup de la méta-BD, c'est des scénarios, et surtout, je dirais dans le cas du magazine Crow sur 2 pages, c'est des scénarios qui partent en vrille et qui partent en fou, souvent, parce qu'on change le sens d'un objet, le sens d'une dynamique, et tout à coup, on essaie de voir ce que ça donnerait, et ça part dans tous les sens. Et le vertige, et le grand défi que j'avais, et je me suis arraché les cheveux à chaque mois, c'était d'avoir une chute qui soit à la hauteur du vertige que je donne aux gens pendant 2 pages. Je ne voulais pas que ça finisse en queue de poisson, et c'était souvent l'énorme défi que j'avais, c'est de trouver la fin. Et souvent, ce que je faisais, comme je l'ai fait pour Le Fond du Trou, comme je l'ai fait pour d'autres épisodes, c'était de faire un cercle vicieux. En fait, que la dernière case, ou la dernière page dans ce cas-ci, soit en fait l'avant-première. Donc, finalement, on finit la bande dessinée, mais on se rend compte que la fin est en fait la prémisse du début. Et donc, ça devient une espèce de scénario sans fin. On sait par où on est entré, mais on ne pourra plus en sortir. Ce qui rajoutait, en fait, à l'effet vertigineux du scénario. Alors, ça, c'était pour Jérôme Bigras. Jérôme Bigras ça va durer jusqu'en 1995. À ce moment-là, déjà, moi, je suis rendu un peu ailleurs. J'ai besoin de me lancer des défis. À l'époque, la bande dessinée au Québec, c'était beaucoup de l'humour. Il n'y avait pas beaucoup de place pour autre chose et il n'y avait à peu près pas d'éditeurs, il faut le dire, là. Donc, moi, ce que je voyais, c'est qu'en Europe, il y avait déjà beaucoup de livres et d'albums qui s'adressaient à un lectorat adulte. Ici, il y avait un éditeur important qui s'appelait Mille-Îles, qui faisait de l'édition, je dirais, familiale, de 7-77 ans ou de jeunesse. Puis là, je me disais, c'est pas possible qu'au Québec, on regarde passer le train et qu'on laisse ça aux Européens. Ce qui fait qu'avec Claude Paiement, auteur de théâtre, mais avant tout un grand chum avec qui j'ai écrit du théâtre à une autre époque au Cégep, tous les deux, on se disait, ben, écoute, il faut qu'on se lance des défis, on a besoin on sentait qu'on avait à améliorer notre écriture. Il faut qu'on se lance un défi et on va se lancer dans un défi ambitieux. Et ça a donné une histoire de science-fiction. Étrangement, ça ne se voulait pas ça au début. Ça a donné Le Naufragé de Memoria, 2 volumes. Alors, rapidement, je vous mets dans le contexte. Benjamin Blake est un chauffeur de taxi. On est dans une ville qui s'appelle Memoria, qui est un peu la réplique d'un New York des années 30. Et lui, au hasard d'une course, va se rendre compte qu'en fait, il va apprendre quelque chose d'absolument incroyable, que lui et ses concitoyens ne sont en fait que les figurants d'une ville qui n'a pas d'existence physique, une ville virtuelle que des gens venus d'une autre dimension viennent visiter. Cette autre dimension qu'il a de la difficulté à s'expliquer, c'est en fait notre réalité. Donc, c'est encore une fois, pour revenir à ce que j'ai fait avec Bigras, la créature qui se rend compte, en fait, qui va acquérir sa propre existence et qui va vouloir confronter le Créateur. Et donc, à travers il faut dire qu'à l'époque, on était dans... Mon Dieu, je me rappelle avoir fait des recherches pour savoir de quoi pouvait bien avoir l'air un casque de réalité virtuelle. J'en avais aucune idée. C'était à l'époque, donc en 95. On était vraiment c'était un fantasme technologique. Et d'ailleurs, moi, je travaillais vraiment crayon-papier. Je ne touchais pas à une souris et à un clavier. Tout ça était fait en couleur directe. Et donc, il fallait imaginer ça. Donc, à l'époque, ce que j'avais imaginé, c'était une espèce d'ordinateur central qui est un ordinateur organique, un ordinateur liquide qui s'appelle le plasmide cybernétique, dans lequel des scaphandres vont plonger et les gens, donc, vont apparaître dans la destination de leur choix. Donc ici, c'était donc une des scènes qui représentait l'apparition d'un des joueurs en se pixelisant, qui était, mon Dieu, c'est tout ce que j'étais capable de faire pour essayer de rendre quelque chose d'un peu numérique. Ils se pixelisaient dans le décor de leur choix. Ce qui était particulier, donc, voilà, exactement. Alors ça, soit dit en passant, j'avais donné un dessin à Claude. Claude qui avait un fax, on était à l'époque des fax, hein, et il avait une fonction sur son fax qui était capable de faire des différents rendus, en fait, différentes
définition. Et donc, je lui demandais de m'envoyer ça à 10 points au pouce, 20 points au pouce, 30 points au pouce. Ce qui fait que j'avais différentes définitions de mon dessin. J'ai gardé les meilleures pour faire cette suite de dessins-là pour donner l'impression. Donc, pour vous dire, là, on était bien loin aujourd'hui. Probablement que ça se fait avec un clic sur Photoshop, là. Et donc, avec Memoria, ce que j'ai essayé de faire, comme on était dans la science-fiction, c'est un univers qui a été beaucoup influencé par le cinéma. Le cinéma en a mené large au niveau de l'imagerie, de l'imaginaire de la science-fiction. Puis moi, je voulais rester collé à la bande dessinée, essayer de profiter de ce que la bande dessinée pouvait m'offrir, contrairement, et plutôt que de simplement mettre en image ce qu'on aurait fait sur un écran au cinéma. Et donc ici, on a Benjamin Blake qui va traverser le décor parce que le décor virtuel avait des brèches, il y avait des angles morts et donc à travers ces brèches-là, les personnages étaient capables de passer à travers les murs pour accéder à l'ordinateur central. L'ordinateur central qui était personnifié en fait par Zalupski, le professeur Zalupski qu'on va voir un peu tout à l'heure. On peut zoomer out, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je jouais beaucoup avec les noirs et blancs, les couleurs, le noir, etc., pour bien faire comprendre les différentes dimensions à travers lesquelles le personnage passait. Et ici, ce que j'aimais, c'est que j'ai gardé cette idée-là de la troisième dimension de la bande dessinée pour faire comprendre que le personnage passe. Il se retrouve dans un endroit où la gravité terrestre n'a presque pas d'effet. Il traverse l'eau et se retrouve en fait ni plus ni moins que dans le reflet de l'eau. Il plonge dans cette espèce de long corridor pour lentement arriver à la seconde page. Et là, je trouvais que c'était une belle manière d'intégrer les possibilités de la bande dessinée dans ce qui aurait été fait de façon, évidemment, très flamboyante au cinéma. Mais là, je profitais vraiment de ce que la bande dessinée pouvait me donner pour faire ce genre d'astuce. L'ordinateur central qui va donc se rendre compte à un moment donné qu'on va remettre en question... En fait, je reviens en arrière. Il va rentrer en contact avec les hommes qui vont lui dire « Mais non, tu n'es pas le créateur, tu n'es pas l'unique, tu as été toi-même créé par un homme. » Et lui, pour se prouver qu'il est vraiment l'unique créateur, il va avoir des pulsions créatrices pour essayer. Donc, il va faire apparaître des objets qui n'ont pas été préprogrammés. Et donc, pour illustrer cette espèce de... en fait, cette pulsion créatrice brute, plutôt que de faire, par exemple, ce tramway-là qui va apparaître au milieu des pavés, si on l'avait fait au cinéma, on aurait mis ça en wireframe, en ligne de construction un peu à la AutoCAD, là, avec des programmes de dessin technique. Moi, je me suis dit, non, on est en dessin, on est en bande dessinée, et la création brute, elle est au crayon. C'est une esquisse, c'est un croquis. C'est donc un croquis qui va apparaître dans l'univers virtuel. Et donc, c'est un peu avec cette métaphore-là graphique que j'ai pu illustrer tout ça. Une autre double page que j'aime beaucoup, en fait, on a encore ce personnage-là de Zalupski qui personnifie en fait l'ordinateur central et qui, lui, est persuadé qu'il est l'unique. Et pour prouver qu'il est l'unique, il va nous montrer une page. Quand on arrive sur cette page-là, c'est un tout autre traitement. On n'a plus du tout de ligne de contour. On est à l'aquarelle, un paysage idyllique qui n'a absolument rien à voir avec l'univers où on est. Et il va dire, voilà, qui d'autre que l'unique peut créer ça? Et évidemment, il va se faire répondre que c'est pas lui le créateur, que lui n'est qu'un jouet. Et il va arriver dans une colère. En fait, c'est un paradoxe qui va frapper. Et pour montrer la colère, je me suis dit, le dessin doit se synthétiser, doit revenir à l'étape brute du dessin, de presque qu'un enfant qui va dessiner l'émotion brute. Un enfant qui va dessiner un accident de voiture, il va prendre son crayon, il va faire ça. Voilà, ça c'est un accident de voiture. Mais revenir à l'émotion brute, c'est ce que j'ai essayé de faire en réduisant en fait le visage de Zalupski à quelque chose qui ressemble à un graffiti, quelque chose qui soit de l'émotion pure et simple. Alors ça c'était pour Memoria, qu'on a fait avec Claude Paiement. On va remettre ça, après ça, dans La femme aux cartes postales. Ici, on est vraiment ailleurs.
C'est un polar qui est assez quand même intimiste, et c'est deux histoires en fait qui se tricotent, qui s'entrelacent. On est en 2002, donc quelques mois après l'effondrement des tours, et il y a un Victor Weiss qui est professeur dans une université à Paris, qui va apprendre qu'on aurait retrouvé ses propres restes sous les décombres des tours jumelles, chose qui est à peu près impossible, sauf qu'il y a un seul cas où deux personnes peuvent avoir exactement le même ADN, c'est dans le cas de jumeaux identiques. Et donc lui, qui a été adopté à la naissance, va réaliser que cette histoire-là, c'est l'histoire de son frère inconnu, et il va donc, par le fait même, être capable de retracer sa famille naturelle. Parallèlement à ça, on va suivre l'histoire de Rose. On est en 1957. Elle va quitter sa Gaspésie natale pour aller faire carrière sur les planches des cabarets, des boîtes de nuit, des boîtes de jazz de Montréal. Elle a une voix, elle a une passion. Elle va faire carrière, mais elle arrive à un moment très particulier de Montréal parce qu'à la fin des années 50, c'est un peu... C'est le changement de cap de Montréal. En fait, Montréal est en train de... et elle va devenir moderne. Il y a le métro qui s'en vient, les tramways sont en train de disparaître. Tout le milieu du spectacle est en train de changer aussi. Il y a la télévision qui arrive, il y a le rock'n'roll qui arrive. Et donc, elle va se retrouver un peu le bec à l'eau, va partir en tournée et va, durant sa tournée, apprendre qu'elle est enceinte de jumeaux. Donc, le grand défi de cette bande dessinée-là, ça aurait été beaucoup... de réussir à recréer le Montréal de cette époque-là. Alors là, ici, je vous ai mis des exemples parce que ça a été une recherche de documentation, mais je dirais, qui est devenue un peu une passion. Ça a été fait sur plusieurs années, donc pendant des années, j'ai gardé comme ça des documents et j'ai pu aussi arranger mon scénario pour profiter des documents que je trouvais en cours de création. Donc voilà, donc ça a été, je me basais sur des photos, mais je rajoutais des tramways, on rajoutait les fils électriques pour essayer de se remettre à cette époque-là. Ce qui était particulier avec la forme aux cartes postales, en fait, c'est que ça a été mon premier contact avec le roman graphique. Alors, le roman graphique, il y a des gens qui n'aiment pas le vocable. Entendons-nous, moi, ce que j'entends par roman graphique, c'est uniquement une bande dessinée dont on ne compte pas les pages, donc qui est peut-être certainement plus consistant qu'un album traditionnel, un 48 pages, couverture couleur cartonnée, etc. Ça se fait un peu comme un roman. On commence l'histoire, on ne sait pas vraiment combien de pages ça va faire, et ça laisse les coups des franches à l'auteur. Et donc, ce que ça m'aura permis, moi, c'est d'aller chercher tout un aspect plus cinématographique de la bande dessinée. Alors ça, c'est un peu un lieu commun. On fait la bande dessinée, c'est un peu comme du cinéma. C'est pas vraiment vrai. La bande dessinée a son propre langage, le cinéma a le sien. Moi, ce que j'ai été chercher, c'est un élément de la cinématographie qui est particulier. C'est un personnage, en fait, c'est un personnage qu'on retrouve absolument partout, dans tous les plans. C'est le personnage qui est omniscient du début à la fin, et c'est le personnage qu'on ne voit jamais, c'est la caméra. Même dans une scène où il y a deux personnages très intimes, il y en aura toujours un troisième, et c'est vous. C'est vous qui allez voir l'histoire qu'on va vous raconter à travers une lentille qu'on va diriger, parce que la caméra, on va décider dans quel ordre vous allez voir les choses. On va décider qu'il va y avoir un mouvement de caméra où on va voir ce qu'il y a à côté pour arriver à tel endroit ou arriver, par exemple, sur la personne qui est en train de parler. Donc, on va décider de vous montrer dans un certain ordre les choses qu'on a besoin de vous montrer. Et donc ici, par exemple, c'est un peu ce que j'ai fait avec cette scène-là que j'aime beaucoup, qui est une espèce de huis clos. On a Art et Rose qui sont dans une voiture, ils sont dans l'habitacle, c'est très intime. Elle est triste, elle vient d'apprendre la mort de sa mère, lui va la consoler. On peut zoomer out. Zoom out. Voilà. Ça sent bien. OK. On arrive sur la deuxième page, et là, en haut de la deuxième page, ce qu'on voit, c'est qu'on ne se rend pas compte, mais il y a un très léger travelling arrière, et on va même, en fait, passer par la lunette arrière de la voiture. On va voir Roméo qui monte sur la banquette. On s'éloigne encore un petit peu, on se rend compte qu'on est, évidemment, dans la station-service. On voit qu'on est à la frontière du Vermont. On s'éloigne encore un peu, l'auto démarre,
et là, on voit Just Married. En fait, c'est ni plus ni moins que leur voyage de noces. Donc, avec un simple mouvement de caméra, on réussit dans l'ordre à montrer je montre ce que j'ai besoin de montrer tout en restant assez fluide. Mais évidemment, ce genre d'astuce-là, ça demande de la page. Ça demande, il faut de l'espace. Il faut aussi, évidemment, intégrer une vitesse de narration qui nous permet de mettre ces pages, ces cases-là, ces cases silencieuses. Donc, c'est quelque chose qu'il faut installer depuis le début. Et c'est donc quelque chose que ça m'aura permis de faire en touchant au roman graphique. Dans la forme aux cartes postales, j'ai aussi développé un principe un peu spécial au niveau des flashbacks. Moi, j'aime pas les flashbacks. Les flashbacks qui vous disent 3 mois plus tôt ou des trucs comme ça, moi, je trouve ça un peu scolaire, je vais le dire. Moi, ce que je préfère, c'est quand tout est fluide, quand ça va de soi, quand les gens comprennent qu'on est en train de s'en aller à une autre époque ou d'en revenir, qu'on est ailleurs, qu'il y a une ellipse, etc. Et ici, dans cette scène-là, c'est une scène très chargée émotivement. On a Roméo, le monsieur avec la casquette ici, il a dans les 70 ans, 75 ans, et donc il va nous raconter ce qui est arrivé dans le même lieu où il est, mais 30 ans auparavant. Et plutôt que de le raconter et qu'on le voit dans une espèce de bulle imaginée, non, on va le voir, lui, à 30 ans, dans les mêmes lieux, et il va pouvoir nous raconter, en fait, suivre son propre personnage 30 ans plus jeune pour nous dire ce qui est arrivé là, ce qui est arrivé dans ce même lieu à cette époque. Donc, c'est un principe qui est tout simple, qui fonctionne très bien et qui rend aussi, au niveau de l'explication, les choses beaucoup plus fluides. Ce que j'aime aussi avec le roman graphique, c'est que, comme on a de la page, on peut rajouter une espèce de fine couche de sens supplémentaires dans le décor. Pendant que je le dessinais, on avait des symboles, des inspirations, je dirais, qu'on voulait mettre de temps en temps parce que, bon, on parle de jumeaux identiques. Donc, je me suis dit, l'importance des miroirs. Les miroirs sont importants dans les décors et je me suis arrangé pour les mettre à beaucoup d'endroits différents pour toujours suggérer le fait qu'il y a toujours dans l'ombre de Victor ce frère jumeau qu'il n'a jamais connu. Et donc, j'ai beaucoup employé les miroirs, les reflets, même les feedbacks de miroirs, un avec un devant l'autre, etc. Et cette page-ci à droite, c'est vraiment la page dont je suis le plus content de tout l'album. C'est, encore une fois, on parle de miroir, mais on parle aussi de mouvement de caméra et on montre les choses, en fait, dans le sens où j'ai besoin de les montrer. C'est une scène, encore là, extrêmement chargée. On dévoile tout dans cette page-là. On a Rose, on la voit de dos. Elle est là. On ne comprend pas ce qu'elle pense. On ne sait pas. On s'éloigne et on voit Hart qui est là, de face, et qui nous dit « Ça fait 15 ans que je cherche le courage de venir. » On s'éloigne encore et on se rend compte, en fait, que Hart est devant un miroir, puisqu'on le voit de 3/4 dos. Et il y a Rose qui est toujours là, qu'on voit de dos, qui ne dit pas un mot. Et lui va nous demander, mais Rose, dis quelque chose, dis quelque chose. On va s'éloigner encore pour à ce moment-là la voir de face. Elle est tétanisée par la nouvelle qu'elle vient d'entendre. Donc tout ça dans un très léger mouvement de caméra et tout arrive dans le bon ordre, dans la bonne case, sans qu'on ait eu à faire de mouvements brusques, de champ contre champ, etc. Donc, c'est ça, c'est une page que j'aime beaucoup. Et on arrive au Petit astronaute. Écoutez, Le Petit astronaute, bon, c'est sorti cette année. C'est un livre qui est un peu à part dans ma production parce que c'est un livre très personnel, bon, qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Tom, qui arrive sur Terre avec un lourd handicap. L'histoire va être racontée par Juliette. Juliette, sa grande sœur, de 5 ans, son aînée. L'histoire va être racontée, en fait, par la grande Juliette qui revient dans la maison familiale. Elle a l'occasion de revisiter ses décors de jeunesse et donc de pièce en pièce, en visitant la maison,
les souvenirs vont lui revenir et elle va se rappeler de l'histoire de Tom. Ça, ce sont les pages, en fait, c'est la scène d'ouverture. Pour cette scène-là, je me suis beaucoup posé de questions parce que je me suis dit, je voulais une entrée en matière qui soit légère, je voulais quelque chose où on entre lentement dans l'histoire. On parle de l'histoire de Tom, on fait la métaphore avec le fait qu'il est un astronaute arrivant d'une planète inconnue, d'une planète, la planète des bébés en fait, et il va arriver lentement vers sa maison à lui, la maison où il va vivre, en fait la maison familiale. Il va avoir une avarie et c'est comme ça que va arriver son handicap. J'avais besoin, et je me suis beaucoup inspiré des drones. Les drones, c'est quelque chose qui marque vraiment notre cinématographie actuelle. On a déjà eu des shots d'hélicoptères depuis toujours, mais le fait que les drones soient si facilement accessibles, ça nous amène une autre perspective de la ville, par exemple, mais aussi de voir une espèce de nouvelle géométrie, même abstraction de la ville. Par exemple, en voyant des bretelles d'autoroute de ce point de vue-là, ça nous amène la ville comme avec un espèce de détachement. Puis je trouvais ça intéressant de montrer ça comme ça, ce lent atterrissage vers la maison où il va habiter. Cette page-là, qui est une page évidemment très touchante, où on voit en fait une vision subjective de Tom. Tom est dans un astronef, l'astronef en forme du corps d'un corps dysfonctionnel d'un enfant. Il flotte là avec son cordon ombilical et il regarde en spectateur le monde depuis les deux hublots que forment ses yeux. C'est la toute première image, moi, qui m'est venue avant même de commencer cette histoire-là. Ça a été la scène de départ à partir de laquelle j'ai construit toute la suite de l'histoire. Ça, c'est évidemment une scène pour moi qui a été un pivot pour le récit. Je me suis beaucoup posé de questions à savoir comment est-ce que j'allais raconter cette histoire-là. Est-ce que j'allais raconter l'histoire du père, en l'occurrence plus ou moins une transposition de moi, qui raconte l'histoire. Pour des questions de pudeur probablement, je me sentais pas à l'aise de faire ça. Je voulais pas que l'histoire tourne autour du père et qu'on finisse par raconter le deuil du père, de l'enfant qu'il n'a pas eu. Et puis je me suis dit non, ça serait peut-être intéressant d'avoir une vision subjective de Tom. Mais rapidement, je me suis rendu compte que Tom ne pouvait pas il n'avait pas les mots, il a une déficience intellectuelle, donc il n'avait pas les mots pour raconter ce que j'avais besoin de raconter. Et donc, j'ai eu cette idée-là à partir d'une photo de famille, une photo où j'ai mes deux enfants, il y a ma fille, mon fils, ils sont tête bêche l'un contre l'autre. Et j'ai donc imaginé cette scène-là où Juliette se couche oreille contre oreille avec son frère et elle prétend entendre les mots qui ne peuvent pas sortir par la bouche de son frère. Donc, elle se prétend être la seule à qui Tom aurait expliqué en fait d'où il vient, il aurait raconté son parcours. Et donc, à travers ça, ce que je réussissais à faire, c'est de donner une voix à Tom à travers l'imagination de sa sœur. Et donc, ça, c'est évidemment un truc, mon Dieu, ça a été le pivot de toute l'histoire. Encore une fois, écoutez, Juliette, ici, revisite sa maison. Dès qu'elle rentre dans une pièce, il y a des souvenirs qui lui reviennent. Là, elle rentre dans sa chambre. Et dans cette chambre-là, elle se rappelle, elle se souvient. En fait, c'est son décor, c'est le décor qu'il y avait à l'époque. Elle se rappelle que quand elle avait de la peine, elle s'en allait dans son garde-robe, derrière la porte de son garde-robe. Elle va ouvrir le garde-robe et découvrir la petite fille de 7 ou 8 ans qui est là, qui a de la peine parce que son amie Mathilde ne l'a pas invitée pour son anniversaire. Et elle va s'asseoir et va dire « Oui, je m'en rappelle ». Elle va finir par lui dire « Mais tu sais, Mathilde, elle restera quand même ta meilleure amie pendant des années ». Là, j'ai traversé une ligne, en fait. C'est cette ligne-là où les personnages vont parler l'un à l'autre. Et en fait, c'est ni plus ni moins que Juliette qui se console elle-même, qui fait la paix un peu avec son passé. Je trouvais que c'était une belle image que j'ai eue en cours de route et que je ne le regrette pas, en fait. C'est comme la scène parfaite pour réussir pour faire ça.
Alors écoutez, cette scène-là, c'est une scène très, très chargée pour moi parce que c'est une scène qu'on a vécue. C'est une scène, écoutez, c'est l'annonce du diagnostic. Alors un médecin qui vient vous dire paralysie cérébrale et puis on n'a absolument aucune idée de ce que c'est. On a des images terrifiantes de Téléthon et d'Elephant Man et de toutes sortes d'affaires pas possibles. Et pour illustrer cette scène-là, il fallait que je trouve le bon ton et j'ai eu l'idée, en fait, de raconter ce moment-là parce que c'est un moment, c'est vraiment un instant dans la vie d'une famille où les choses chavirent. Il fallait que je puisse amener ça et en même temps lui donner un sens. Ce qui fait que c'est ça. Donc, je l'ai fait raconter par Juliette, la petite Juliette qui, à ce moment-là, doit avoir à peu près 5 ans. J'adore lire les bandes dessinées à voix haute, et puis je vais vous lire un peu le texte pour vous mettre dans le ton. Dans ce silence lourd, mes parents ne bougeaient plus et évitaient mon regard. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais j'ai préféré ne pas poser de questions. Alors j'ai fait comme Tom, je me suis tu. Ce jour-là, du haut de mes quelques années, j'ai réalisé qu'une chose terrible venait de frapper notre petite famille. Mes 2 grandes tours venaient de recevoir un avion en plein cœur. Mes parents ne parlaient plus, comme si le diagnostic avait eu l'effet d'une grenade assourdissante. Il ne restait qu'un acouphène qui enveloppait tout, un silence si épais que rien n'aurait pu le briser. De toute façon, personne n'aurait osé de peur que la cloche de verre ne vole en éclats de larmes. Alors, il a fallu attendre qu'un inconnu, sans le savoir, crève la bulle. Shit! Et à ce moment-là, il y a un policier qui va les accoster parce que Pénélope n'a pas mis sa ceinture. Bref, voilà, c'est un moment, et je pense que dans cette scène-là, mis à part la narration, je pense que c'est l'exemple même du silence qui peut être bien plus éloquent que beaucoup de dialogues. Cette scène-là, elle est lourde, mais en même temps, elle dit tout. Alors voilà, c'est une des scènes que j'aime beaucoup. Et pour terminer, j'ai voulu que cette histoire-là soit porteuse d'espoir, soit lumineuse, qu'elle ne tourne pas que sur le handicap. Et donc, c'est une scène que j'ai rajoutée en cours de route où on voit Juliette qui doit avoir, je ne sais pas, 8 ans à peu près, 9 ans. Elle fait du patin à roulettes avec son ami dans la ruelle et ils ont décidé d'amener Tom en poussette et de lui faire une course sur la ruelle. Tom adore ça, il est excité, il est tellement excité qu'il en a perdu un soulier. Et le soulier, vite, il faut le trouver parce que si je ne le trouve pas, mes parents vont m'engueuler. Donc, ils vont réussir à trouver le soulier, mais le soulier se trouve sur le ciment frais dans une entrée de garage d'un monsieur particulièrement malcommode. Vite, il faut aller chercher le soulier avant que ce monsieur-là nous pogne. Donc, le petit garçon va la tenir par la main, elle va se pencher, du bout des doigts, elle va réussir à récupérer le soulier. Dans la case du bas de la page de gauche, on va voir cette scène-là que j'adore. Les deux se regardent, il y a un silence, il y a quelque chose entre les deux, et en même temps, une pose complètement surréaliste. Elle a un soulier dans les mains, et le petit garçon va lui demander, « Juliette, tu veux-tu sortir avec moi? » Cette scène-là, pour moi, c'est un peu la conclusion de toute l'histoire, c'est que le bonheur se poursuit. Le bonheur, en fait, c'est qu'il y a une vie quand même qui se poursuit à travers tout ça. Et le fait que Juliette, la sœur, puisse continuer à avoir ses petits bonheurs, ses petits malheurs aussi, pour moi, c'était ça l'histoire du petit astronaute, c'est de dire que la vie continue. Alors écoutez, voilà. Le tour de calèche est terminé. La picouille revient au point de départ. Voilà. Ben, écoutez, merci. Merci beaucoup, Jean-Paul. C'était passionnant. J'ai l'impression de te comprendre un petit peu plus maintenant, puis de me rendre compte que j'avais rien compris avant. J'imagine qu'il y a des gens aussi qui ont découvert un travail extraordinaire. Il y a peut-être des questions qui sont survenues chez vous au cours de la conférence de Jean-Paul. On va en prendre quelques-unes si vous voulez vous avancer au micro. Mais en même temps, si vous n'en avez pas, sentez-vous pas obligé parce que c'était une présentation qui était extrêmement claire, je veux dire, Jean-Paul.
Ben, merci beaucoup. Bon. C'était clair. Merci à vous.